Le Cameroun a l'intention de renforcer sa présence au sein des opérations de maintien de la paix à travers le monde. C'est pour cela que le ministère des Relations extérieures, pour la 6e fois, vient d'organiser à Yaoundé une session de formation pour les 45 fonctionnaires camerounais venant des administrations sectorielles qui ont l'intention de participer à ces opérations. Cette session est conduite par un comité interministériel dont le mandat a été prorogé tout récemment par le président de la République. Nous parlons de ces opérations de maintien de la paix au regard du jeu des grandes puissances avec un invité. Il s'agit bien du docteur Jean Cottin Kouma. Merci d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs attaché culturel à l'ambassade du Cameroun en Russie, à Moscou. Les opérations du maintien de la paix aujourd'hui, telles que cela se passe dans le monde, quelle est la plus-value que cela apporte au Cameroun? Merci Séverin pour l'occasion qui m'est offerte. Je dirais que la plus-value scientifique des séminaires qui sont organisés au ministère des Relations extérieures dans le cadre du maintien de la paix s'adosse sur un certain nombre de paramètres, voire d'outils qui rentrent dans le cadre des activités de paix et de stabilité du monde. Lesquelles activités font du Cameroun un mendiant de la paix, qui font du premier Camerounais, à savoir son Excellence M. Paul Biya, un défenseur des valeurs de la paix, tant aux Nations Unies que dans des institutions spécialisées telles que l'UNESCO et la francophonie. Je crois que l'objectif premier des 10 séminaires est de doter de nos potentiels professionnels faiseurs de la paix des atouts et des outils qui puissent leur permettre d'être compétitifs à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il s'agit de former des cadres compétents et compétitifs pour valablement représenter notre pays au sein des organisations internationales en charge du maintien de la paix. Et pour revenir au maintien de la paix, je dirais que ce sont des actions, comme je l'ai dit tantôt, qui contribuent à la pacification et la stabilisation du monde. Un monde secoué par plusieurs fléaux, un monde qui est en pleine mutation, un monde qui est en plein bouleversement, un monde qui vit au quotidien, n'est-ce pas, des secousses qui viennent de part et d'autre et qui zappent, n'est-ce pas, toutes les initiatives et les efforts de paix qui sont, n'est-ce pas, engrangés par les États et même les organisations internationales. Au regard des foyers de tension dans le monde, prenons le cas simple de la Centrafrique tout à côté de nous, le Yémen, nous parlons de la Syrie, on peut interroger l'efficacité de ces opérations de maintien de la paix. La MINUSCA a déjà passé beaucoup de temps en Centrafrique, les résultats sont peut-être là, mais on n'est pas au bout de la chaîne. Vous savez, ces opérations de maintien de la paix sont généralement menées par des organisations internationales qui sont tout simplement chargées d'organiser des rapports entre États. Donc, nous faisons généralement face à un enchevêtrement des rôles entre l'indépendance des acteurs de ces organisations internationales et la souveraineté des États et puis le caractère multilatéral des dites organisations. Donc, ces organisations reçoivent l'influence des rapports de force, reçoivent l'influence de l'entrée des nouveaux rapports dans le grand jeu, c'est-à-dire dans le grand jeu des rivalités qui régissent les relations internationales. Ce qui fait que tout dépend de l'orientation, tout dépend des tendances lourdes ou bien des forces profondes qui, n'est-ce pas, régulent les relations internationales. Ce que nous vivons par exemple en Centrafrique n'est que révélateur de cette nouvelle configuration du monde. Je voudrais justement qu'on parle de ce jeu trouble des grandes puissances, que ce soit en Syrie, au Soudan ou au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. On a la présence de la Russie, de la Chine, des États-Unis.
ces présences qui parfois gênent. Est-ce que finalement la paix dans ces milieux de tension ne dépend pas du jeu équilibré de ces grandes puissances? Tout à fait. Il y a ce que les scientifiques appellent, les politistes appellent une guerre de proxy. La guerre de proxy consiste pour deux puissances d'utiliser un État tiers comme substitut pour se battre. C'est le cas que nous avons en Syrie. Mais il faut préciser qu'en Syrie, par exemple, les États-Unis et la Russie cohabitent sur la base d'un protocole de sécurité qui est adossé sur des mécanismes de non-confrontation. Parce que vous savez que si nous parvenons à une confrontation russo-américaine, l'humanité pourrait être en danger avec le nombre d'ogives nucléaires, autant pour moi, dont dispose la Russie maintenant, qui s'élève actuellement à plus de 6 000 contre 5 000 pour les États-Unis. Donc la Russie, depuis 2020, d'après les statistiques au plan scientifique, a un pas d'avance sur les États-Unis au plan stratégique. Donc le monde évolue comme ça. Le monde est régulé par le jeu du pouvoir et de la puissance. Et c'est ce que nous vivons, que ce soit sur le plan géoéconomique, puisque la Chine qui rivalise l'adresse avec les États-Unis. Parce que vous savez que si nous parvenons à une confrontation russo-américaine, l'humanité pourrait être en danger avec le nombre d'ogives nucléaires, autant pour moi, dont dispose la Russie maintenant, qui s'élève actuellement à plus de 6 000 contre 5 000 pour les États-Unis. Donc la Russie, depuis 2020, d'après les statistiques au plan scientifique, a un pas d'avance sur les États-Unis au plan stratégique. Donc le monde évolue comme ça. Le monde est régulé par le jeu du pouvoir et de la puissance. Et c'est ce que nous vivons, que ce soit sur le plan géoéconomique, puisque la Chine qui rivalise l'adresse avec les États-Unis au plan économique, sur la scène internationale, et puis au plan stratégico-militaire, nous avons la Russie qui également est en train de battre en brèche l'hyperpuissance américaine. Nous pouvons même évoquer le plan scientifique avec la rivalité que nous vivons autour de la vaccination contre la pandémie du Covid-19. Donc tout cela contribue, n'est-ce pas, à la nouvelle configuration géopolitique, géoéconomique et géostratégique mondiale. Tel que vous l'expliquez, est-ce à dire que les initiatives des entités telles que l'Union africaine, la CEAC en Afrique centrale, les initiatives de maintien de la paix dans les États sont vouées à l'échec tant que les grandes puissances ne s'accordent pas, tant que les grandes puissances ne sont pas d'accord sur un principe? Oui, bien évidemment. Je crois que nous devons adopter une posture réaliste lorsque nous essayons d'appréhender les conflits, voire les rivalités que nous observons de par le monde entre entités étatiques, et pour arriver au postulat selon lequel, bien que la puissance soit relative, bien que la puissance de nos jours, puisque elle était beaucoup plus adossée sur la dimension beaucoup plus militaire, de nos jours elle traverse un effet de ciseaux. Elle devient culturelle, elle devient économique, elle devient politique, etc. Je dirais que ce sont les grandes puissances qui orientent le cours des événements internationaux. Ce sont les grandes puissances, n'est-ce pas, qui dictent leurs lois sur la scène internationale. Ce que je peux appeler entre guillemets les petits États ou alors les États faibles, ceux-ci ne peuvent que subir l'influence, ne peuvent que se soumettre, n'est-ce pas, à la dictature des géants mondiaux. Cela devrait être,
une réalité, bien que cela soit parfois mis en cause par certains analystes, mais j'estime que les institutions internationales sont tout simplement censées d'organiser le rapport interétatique. Et qui dit rapport interétatique voit en cela, n'est-ce pas, des intérêts nationaux. Et des intérêts nationaux qui sont, n'est-ce pas, appréhendés en termes de puissance, en termes de rivalité. Parce que la scène internationale est compétitive. Seuls les plus forts parviennent à s'y opposer. Nous profitons de votre présence sur le sol russe. Vous êtes attaché culturel à l'ambassade du Cameroun à Moscou. Vous avez une meilleure connaissance peut-être des visées de la Russie. La Russie aujourd'hui se trouve sur tous les terrains. La Russie mène un combat aux côtés des États-Unis, aux côtés de la Chine. La Russie est présente. Comment on peut justifier en Syrie, en Centrafrique, en Afrique centrale, cette poussée forte de la Russie? La Russie a fait son entrée dans le grand jeu. La Russie a exhibé ses ambitions, tant géostratégiques, tant géopolitiques et même géoéconomiques, parce que, comme vous le savez, depuis 2019, la Russie, n'est-ce pas, essaye d'établir des liens entre les pays africains et elle, avec l'organisation du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu en octobre 2019. La prochaine édition qui aura lieu en 2022. Et la Russie s'investit énormément en Afrique et particulièrement au Cameroun dans l'ingénierie de la connaissance, c'est-à-dire la formation des ressources humaines de qualité qui pourront être aptes ou bien qui sont aptes à soutenir techniquement et technologiquement les grands projets structurants qui ont été mis en place par le chef de l'État. Et la Russie également investit énormément dans la formation en ingénierie militaire à travers des ingénieurs dans différents secteurs, dans des filières pointues, des filières qui sont appelées, n'est-ce pas, à développer ou bien à permettre au Cameroun d'atteindre son émergence à l'horizon 2035 tel que défini par son Excellence Paul Biya. Les décideurs du Cameroun ont bien compris le sens à donner aux opérations du maintien de la paix. C'est pour cela qu'ils organisent très régulièrement des sessions de formation pour ceux qui veulent accéder à ce travail-là. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.